Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur Dash News. Je vous propose une formidable rencontre avec deux femmes. Henriette Ekwe, l'une des pionnières du journalisme féminin au Cameroun, Marion Obam, a fait ses premiers pas dans la presse écrite dans le même pays, dans un contexte où les traitements éditoriaux reflétaient essentiellement un monde d'hommes. Deux profils, carrément deux générations de femmes, actrices du journalisme féminin en Afrique. Moi, femme, cette semaine, nous restons dans le prolongement de la Journée mondiale de la presse et on se penche sur les rédactions et traitements éditoriaux. Sont-ils paritaires? L'exploitation des données sexo-spécifiques dont la production médiatique a-t-elle évolué? Parole à Henriette Ekwe et Marion Obam. Regard croisé de deux générations de femmes journalistes sur l'environnement médiatique sur le continent africain. Voilà, mesdames, messieurs, je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau avec moi. Henriette Ekwe, elle est journaliste, elle a été et elle ancienne présidente, vice-présidente du Conseil genre mondial de la Fédération internationale des journalistes, femme politique. Il faut le préciser, c'est important parce que vous avez été pendant plusieurs années, des décennies même, et jusqu'aujourd'hui encore, militante politique. Vous êtes contre les inégalités, vous luttez contre les inégalités et vous avez été également pionnière dans la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance au Cameroun. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur de vous recevoir et d'être en face de vous. C'est un plaisir pour moi. Henriette Ekwe, il faudrait commencer cette émission en le reconnaissant. Un journaliste qui se respecte au Cameroun devrait connaître Henriette Ekwe. Je m'explique. Vous évoluez à l'aune du journalisme féminin, c'est-à-dire au lendemain des années 70, au moment où toute la sphère médiatique au Cameroun est contrôlée par les hommes, dans un contexte extrêmement dur, mais vous n'avez pas eu peur, vous avez osé. Oui, on a osé, ce n'était pas difficile. Il faut partir du fait que dans les années 60, il y a eu des femmes, deux femmes, Germaine Épée, qui était au journal Parler. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, et qui a attiré beaucoup de femmes dans cette profession, Michel Makaké et d'autres. Et après ça, dans les années 70, beaucoup de femmes, beaucoup de filles sont entrées à l'école de journalisme, qui était une école prestigieuse. Ça s'appelait l'ECJ et c'est devenu les STIC. Et à l'époque, c'est l'administration qui recrutait beaucoup. Ceux qui étaient dans la presse privée, il n'y avait pas de Une presse privée quasi inexistante. Quasi inexistante. Oui. Fragile déjà de par le traitement salarial. Voilà. Et cette presse privée s'occupait de quoi? Du sexe, du sang et de la sorcellerie, les faits divers. Ouais. Voilà. Et donc, il n'y avait pas de place pour les femmes. Mais avec 1990, l'explosion de la presse privée et les combats politiques, les luttes démocratiques des années 90 ont fait venir un afflux de jeunes gens et de jeunes filles qui se sont intéressés à la presse. Et ces jeunes filles, ces jeunes gens, la plupart ont été formés sur le CAPTA, mais elles se sont améliorées au fur et à mesure. Alors, ce qui va se passer aussi dans les années 90, c'est qu'il y a une rubrique reine, c'est la politique. Parce qu'il y a une demande extraordinaire de l'information politique et de l'analyse politique. Et dans ce créneau, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait que des hommes. Et les femmes vont affronter petit à petit cette rubrique politique et la rubrique économique, bien sûr. Pour commencer à s'intéresser à ça, et quand la presse audiovisuelle est arrivée aussi, les filles étaient déjà suffisamment outillées. Et j'ai formé beaucoup de jeunes filles pour être des journalistes politiques et ne pas avoir peur du monde politique. Et nous ne doutons pas que certainement Marion Obam,
qui nous a rejoint sur ce plateau, a certainement marché sur les pas de Henriette Ekoué. Marion Obam, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Lem, et bon après-midi. Merci, Tata Henriette. C'est un plaisir de se retrouver sur ce plateau. Le plaisir, il est partagé. Voilà. Dans tous les cas, je le disais à l'entame de cette émission, Marion Obam fait ses premiers pas dans la presse écrite, dans un contexte dominé où les hommes dominaient carrément, mais vous avez dit la presse écrite, contrairement à ce qui se passait à l'époque où beaucoup de jeunes femmes journalistes optaient pour l'audiovisuel. Vous avez choisi de travailler un peu, comme on dit, en back-office. Vous êtes tranchante avec votre plume, mais on ne vous voit pas. On voit votre nom. Vous signez des articles et vous n'avez pas peur. Vous attaquez politique, culture, partout où vous y êtes. Comment est-ce que vous expliquez cela? Et pourtant, à l'époque, vous aviez tout un boulevard devant vous pour justement dominer le milieu audiovisuel. Pourquoi la presse écrite? Comme je dis souvent, ce n'est pas un concours de circonstances, mais c'est une forge de vie. C'est-à-dire que quand je sors de l'école, mes premiers stages, je les ai faits en audiovisuel, à la radio et à la télé, où tout le monde, tous mes encadreurs me disaient qu'il faut faire l'audiovisuel. Vous avez le profil, vous avez la voix, vous avez le visage, vous avez tout ce qu'il faut pour aller. Et ça va très bien se passer avec vous. Donc, je finis ces stages auréolés. Et puis, mon deuxième stage, il faut que j'aille le faire en presse écrite pour faire tout ce qui concernait les différents métiers de la presse à l'époque. Donc, j'arrive pour mon stage à Mutation, qui à l'époque était tri-hebdomadaire. Et je suis toute auréolée de tout ce qu'on m'a dit, que je suis brillante, que je passe bien à la télé, que j'ai une belle voix. Et on m'envoie faire mon premier reportage, je vous assure, lorsque je reviens... Alain Blaise Batongue, qui était rédacteur en chef adjoint à l'époque, a roulé mon papier et l'a mis à la poubelle. Hein. Il a dit, bon, si c'était une dissertation, je vous aurais donné 18, 20, mais j'ai besoin d'un article. Donc, allez écrire un article. J'en ai été traumatisée et je me suis dit, je vais abandonner. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont dit, écoute, si tout doit être facile dans la vie, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à vivre. Il faut quand même se confronter à la réalité. Tu as dit que tu veux ce métier, vas-y. Donc, je suis beaucoup plus restée à la presse écrite par défi. Et la passion est arrivée après. Et c'est toujours cet esprit de faire mieux, de valoriser ce qu'on fait, de respecter, de se démarquer, qui ont fait en sorte que, au milieu des hommes, que je sois toujours, que je vive ce métier sans problème de sexe. Absolument aucune. Pour moi, les difficultés sont comme des escaliers vers le succès. Et maintenant, si on veut, au-delà de votre perception, de votre vision, de votre ressenti, la parité dans le domaine de la presse au Cameroun, vous pensez, si on prend par exemple la presse écrite, pensez-vous que peut-être au moment où vous commenciez, les choses ont-elles changé aujourd'hui? Les femmes, le traitement, il est équitable. On ne va pas regarder l'aspect financier parce qu'on sait que sur le plan de la rémunération, ça reste toujours un poids, deux mesures. Je pense que les choses ont beaucoup... c'est pas la même époque. C'est vraiment plus la même époque parce que là, nous étions dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la presse traditionnelle, c'est-à-dire qu'on avait la télé, la radio, la presse écrite. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la presse cybernétique. Donc, cette époque-là est vraiment différente de celle-ci. Et je pense que s'il y a le boom aujourd'hui de la présence des femmes sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, c'est parce que, quelque part, dans ce qu'on appelait les médias traditionnels, elles ont été suffisamment brimées. Elles n'ont pas pu avoir... Il y avait des plafonds de verre. On ne te disait pas que tu ne pouvais pas être chef de rubrique ou on ne te disait pas que tu ne pouvais pas être rédactrice en chef à l'époque. Mais on ne faisait rien pour. C'était des plafonds de verre comme ça qui s'installaient et beaucoup en ont été brimés. Et elles ont trouvé l'exutoire, elles ont trouvé l'opportunité à travers les réseaux sociaux. Donc, à notre époque, une femme chef de rubrique, rubrique principale, comme on les appelait à l'époque, pour la politique, l'économie, c'était assez rare. C'était assez rare. Rédacteur en chef, c'était très, très rare. Il a fallu faire beaucoup de lobbying, beaucoup de bagarres pour que quelques-unes en arrivent là,
Je me rappelle, Dorine Ekwe est arrivée rédacteur en chef finalement en mutation, Marie-Noël Guichy au Messager, mais ça a été peut-être après 20 ans. Hein. La nouvelle expression, je n'en parle même pas. Pourtant, elle était là et c'est ce qui se passait. Donc, les femmes journalistes ont beaucoup été cantonnées aux rubriques secondaires, ce qu'on appelle des rubriques secondaires, culture, environnement, santé. Beaucoup quand même se sont essayés au sport. Beaucoup se sont essayés au sport, les Madeleine Sopi, les Bertie Bikoun et tout ça, pour essayer de trouver, de basculer, voilà, de basculer cette façon de penser qui est très, très maso, de dire que pour les rubriques principales, ce sont des hommes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits dans les rédactions. On ne vous dira pas qu'on ne veut pas de vous comme femme. Mais vous le ressentez. Mais vous le ressentez dans le traitement, dans la gestion des unes. Parce que généralement, la conférence de une, c'est des choses qui se passent tard le soir, pratiquement quand tout le monde est parti. On ne vous donne jamais une heure pour dire que bon, je vais rester attendre la conférence de une parce que c'est 21h, 22h, on ne vous dira jamais. Mais on va attendre que, entre guillemets, toutes les femmes soient parties pour qu'on prenne ces décisions. Quand il y a ce qu'ils appellent la conférence des chefs de rubrique, rédacteurs en chef, la parole ou les décisions sont prises par les hommes. Henriette Ekwe, c'est le même ressenti que vous le décriviez justement à long terme de cette émission. Oui, le problème c'est que les jeunes gens se sont tout de suite engouffrés dans la rubrique politique pour la forte demande dans les années 90, la forte demande de l'information politique. Avec l'avènement du multipartisme. Avec l'avènement du multipartisme. Mais on essaiera aussi, par la même occasion, de brimer les jeunes qui entraient dans cette profession. Kalaloube et moi, ce n'était pas le cas. Nous sortions du milieu politique et les jeunes opérateurs des médias qui étaient journalistes n'avaient pas la culture politique. Donc, il fallait qu'on les aide. Donc, on est devenus tout de suite des chefs de rubrique, des chroniqueuses, des éditorialistes, parce que c'est nous qui expliquions. Vous aviez un passé de militant. On avait un passé militant, un passé politique, et le pluralisme est tombé là-dessus. Et donc, les jeunes gens se sont formés. Les filles n'ont pas eu tout à fait la même attitude. Elles se sont contentées du fait divers, de l'information. Peut-être parce que c'est plus accessible, c'est plus facile. Oui, il fallait les pousser, leur dire, les rubriques reines sont celles qui sont exigées aux rédacteurs, aux propriétaires du média. Donc, il voudra que vous fassiez de la politique. Et il y avait de quoi faire, il y avait des partis politiques, des congrès, il y avait un peu tout autour. Mais il fallait encourager les jeunes filles, les jeunes journalistes à entrer dans la rubrique politique. Comment comprendre justement que chez les hommes, les choses soient allées de façon naturelle et pourtant les femmes journalistes ont eu un peu de temps pour question un peu de prendre l'élan. Est-ce que c'est un problème de niveau ou pourtant ce sont les mêmes formations? Non, ce n'est pas un problème de niveau parce qu'on a fait une étude, je pense en 2019, pour savoir à peu près, pour comprendre pourquoi est-ce que dans le monde professionnel, on avait moins de femmes présentes alors qu'à l'entrée de l'école, à l'ESTIC et dans les cursus de BTS, journalisme et communication, on avait plus de femmes à l'entrée. Et donc, cette étude nous a permis de comprendre qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur où, lorsque la jeune fille vient, la jeune journaliste sortie de l'école, ou bien qui vient en stage, arrive, les premières rubriques où on l'oriente ne seront jamais politiques, ne seront jamais économiques. On va l'envoyer en société, en culture, en santé, en sciences environnement. Déjà dès l'entame du stage. Donc maintenant, il faut bagarrer. Il faut bagarrer pour avoir accès aux rubriques reines. Et bagarrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une culture au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire avoir un appétit
de tout ce qui concerne le secteur où, entre guillemets, les portes vous sont fermées. Parce que si... Et il faut de l'aplomb. Il faut de l'aplomb. Parce que si vous ne prenez pas la parole en conférence de presse, en conférence de rédaction... Mais on vous ignore. On vous ignore. On ne vous la donnera jamais que vous, là, qu'est-ce que vous avez à dire. Quand on parle déjà, on présente des sujets politiques, on ne va jamais dire, bon, vous, là, qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire. Non, mais lorsqu'on arrive à la critique, parce qu'on commençait généralement les conférences de rédaction par la critique du journal, si vous avez une critique constructive sur le papier politique ou les papiers politiques, vous commencez à avoir de l'intérêt. Si vous dites, par exemple, que j'ai suivi l'interview de John Fundi qui disait qu'il n'était pas d'accord avec la nouvelle décision du président de la République, et pourquoi est-ce que cette décision n'a pas été prise en compte, cet avis n'a pas été pris en compte, est-ce que nous restons objectifs? On commence à vous accorder de l'intérêt. Et il faut avouer également que même la configuration, en dehors de ce que Tata Henriette vient de dire sur la nouvelle expression, même les configurations des rédactions à l'époque, lorsque vous arriviez, il n'y avait pas de femme chef de rubrique politique, chef de rubrique économie, chef de rubrique sport, pour pouvoir vous tenir la main, ne serait-ce qu'entre guillemets par solidarité féminine, je voudrais dire. OK? Donc déjà, même la configuration que vous trouvez en place vous disait, voilà l'hégémonie, et voilà ce qui suit. On entretenait, on mystifiait un peu ces rubriques reines-là. Voilà. Et beaucoup de femmes se sont butées à cela parce que ce sont des rubriques qui demandent aussi, il faudrait être honnête, il ne faudrait pas seulement dire je veux faire politique, il faudrait avoir cette culture. Et pour avoir une culture politique, il faudrait beaucoup lire. Il faut lire, il faut connaître, il faut échanger. Il faut échanger. Il faut avoir soif tout le temps de connaissances. Et il faut surtout un carnet d'adresses. Il faut le carnet d'adresses. Donc, Henriette Ekoué, nous sommes au lendemain des années 90 après votre arrestation. Vous tournez le dos à la politique et vous décidez de vous consacrer entièrement au journalisme. Oui, je me suis d'abord consacré à mon parti. On sortait de clandestinité, mais la formation a été faite dans le parti. Parce que dans un parti comme l'UPC, on apprend à écrire des articles. Parce qu'on doit apprendre à faire de la propagande. Et pour faire de la propagande, il faut pouvoir écrire. Même nos aînés, les femmes qui étaient dans les maquis et tout ça, elles écrivaient tout le temps. Elles écrivaient des tracts, il y avait un journal, il y avait des femmes éditorialistes comme Madame Moumier, qui était à l'origine infirmière, mais elle avait écrit des éditoriaux qui étaient dignes de n'importe quel professeur de sciences politiques. Bon, pour dire que l'habitude de l'écriture était là. Maintenant, ce qui se passe en fait dans un parti politique, au début des années 90, les femmes se ruent dans la politique. Elles entrent dans la politique, elles occupent des fonctions, mais quand le moment des élections arrive, on zappe toutes les femmes et les hommes, voilà. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Je demande à quelqu'un de la coordination des partis de l'opposition, où je les voyais tous, c'était un peu mes amis. Souvent, j'étais leur conseillère. Je leur dis, bon, il y a telle femme qui montre de très bonnes dispositions pour être députée, et la personne qui est responsable des investitures, disons, au SDF, me dit, mais Henriette, toi, tu crois que c'est facile? Tu vois un homme en train de consacrer son argent à donner un siège de prestige à sa femme? Ce n'est pas possible. Ils ne voudront jamais leur laisser la place. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes politiques, des femmes de talent, de valeur, se sont réfugiées dans cette espèce de mot d'ordre de la communauté internationale au lendemain des années 90, qui était de valoriser le capital genre. Et donc, il y a eu toute une diplomatie qui a eu lieu sur les femmes. Les femmes ont dit, bon, si c'est comme ça, moi je crée mon ONG. Demain, je suis à New York, je suis à Copenhague, je suis au Kenya, je suis en Afrique du Sud. À Genève. Elles ont dit, bon, au lieu que les hommes nous maltraitent, nous, on entre dans la société civile. Bon. C'était une erreur. Hein? C'est leur droit. Non, elles se sont senties respectées. Elles se sont senties respectées.
contrairement à ce qui se passait dans les partis politiques. Bon, je suis parti aussi parce que j'avais des qualités non seulement d'écriture, mais aussi pouvoir tenir n'importe quelle rubrique, qu'elle soit sociale, etc., sauf la santé peut-être. Et donc, je suis allé dans la presse pour gagner aussi ma vie, parce qu'on ne me payait pas en politique. Oui, en politique, il fallait à un moment donné mettre du pain sur la table. Voilà. Ouais. On voit que le métier de la presse écrite, c'est beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de travail. Parce qu'à l'époque, on disait tout s'envole, mais les écrits restent. C'est-à-dire que lorsque vous avez apposé votre signature, généralement, on signe au bas de l'article. C'est-à-dire que tout ce qui vient au-dessus de notre signature, nous l'assumons. C'est une responsabilité. Donc, y compris devant les tribunaux. Y compris devant les tribunaux. C'est pour ça qu'il était important vraiment d'avoir une bonne formation pour que vous puissiez signer un article en presse écrite à l'époque. C'est parce que c'est devenu aujourd'hui, mais il y avait plusieurs tamis et filtres pour que votre article puisse être publié. Et cette rudesse-là, parce que c'était vraiment très, très dur, et on n'était pas là pour plaire ou pour faire des compliments, c'était très violent, il fallait avoir le mental pour tenir, pour résister, pour repartir chaque fois au charbon. Et ça, c'est un mental que beaucoup de femmes n'ont pas eu. Une patience qu'elles n'ont pas eue et une rage de s'imposer qu'elles n'ont pas eu. Donc, dans le parcours, elles ont commencé à trouver des voies. Le métier était juste un tremplin. Voilà. Beaucoup sont partis faire de la com d'entreprise, d'autres ont préféré faire peut-être de l'animation, ou d'autres ont préféré se retirer complètement, changer de vie. Mais la presse écrite, c'est la meilleure des écoles parce que ça vous forme à la rigueur. Et puis dès que vous êtes formé à la rigueur, vous avez cette rigueur, cette structure, parce que vous savez que pour faire le papier, on va vous lire. Et donc, vous êtes obligé de respecter la façon d'écrire. Et puis, de faire attention aux fautes de grammaire, d'orthographe et les coquilles. Et les coquilles. Sinon, après, on vous dit, vous ne savez même pas écrire, vous n'avez même pas le droit de parler et tout ça. Donc, c'est vraiment une école très, très rude. Et à l'époque, avec les ténors qui étaient les secrétaires de rédaction, c'était pas facile. Bon, mais pour aller dans le sens de Marion, c'est vrai que l'école de l'écriture est rigoureuse. Elle est tellement rigoureuse que quand un article est mauvais, le lecteur le répercute au directeur de publication et le directeur de publication vise encore plus. Il se dit, mais si elles sont capables d'écrire un papier, ça ne vaut pas la peine. Mais elles s'y sont consacrées. Et même celles qui sont parties après, dans l'audiovisuel, elles remercient le Seigneur d'être passées par l'écriture. Parce que l'écriture leur a forgé un tempérament, une rigueur qu'elles auraient pu ne pas avoir en faisant le Congo-Ça tout simplement. Et c'est ça la force de l'écriture. Pour cette émission de Moi Femme, on a voulu vous avoir en face 2 générations de femmes journalistes, un peu en regard croisé sur l'environnement médiatique au Cameroun. Tata Henriette, je me permets de dire Tata Henriette parce que sur le continent africain, c'est ainsi qu'on reconnaît et on reconnaît qu'on est en face d'un aîné. Alors, Tata Henriette, quel est le regard, si je vous demandais aujourd'hui de faire une espèce de rétrospective sur le chemin parcouru? Je pense que ces jeunes journalistes ont eu beaucoup de force pour s'imposer. Ce n'était pas banal. En plus, elles avaient l'attrait de la jeunesse et donc elles ont été souvent victimes du harcèlement dans les salles de rédaction. Quand j'ai été vice-président du conseil genre de la FIGE, on a fait une enquête en 2009, par exemple, où à la CRTV, qui a le plus de journalistes recrutés, la plus grande rédaction, les filles m'ont dit, mais à voix basse, nous sommes victimes du harcèlement du patron. On ne peut rien faire. Tantôt, il vous dit, je vous sors de l'antenne. Et vous, comme vous êtes content d'avoir votre aura par votre émission, vous êtes obligé d'accepter.
il y avait, par exemple, il y avait 20 directions. Sur 20 directions, 18 sont menées par les hommes. Et les femmes ont l'économie, enfin, la publicité, des choses comme ça, parce que c'était les hommes qui étaient privilégiés. Et c'est comme ça aussi dans les salles de rédaction où, pour qu'une jeune journaliste, avec tous ses talents, quand il est admis qu'elle est brillante, il lui reste une chose, le harcèlement du rédacteur en chef, ou parfois le directeur de publication qui s'y mêle aussi. Et on commence à vous brimer, à vous dire que bon, si ce n'est pas comme ça, tu pars, tu n'as plus le micro, ou tu n'as plus la rubrique, ou bien on ne prend plus tes papiers si tu ne te soumets pas. Et effectivement, en plus de tous les problèmes que les journalistes dans la presse privée ont eu, à commencer par leur salaire, les conditions de travail déplorables, en plus de ça, les jeunes filles ont été régulièrement exposées à un harcèlement sans pitié. Marion-Da. Si je devais porter un regard, c'est-à-dire que je suis toujours émue d'être en face de Tata Henriette parce que je pense que les sociétés aujourd'hui sont en manque de repères. Nous avions des repères. On avait les Henriette Ekoué, on avait une chance. Une chance. Et sa disponibilité et son engagement. Et surtout la patience. Et la patience à former, à écouter. On fait en sorte que dans cet univers-là, on n'a pas perdu la lumière, on avait le phare. On se disait toujours vraiment, tant qu'il y a des aînés comme ça qui arrivent à s'élever au-dessus de tout cela, pourquoi nous on ne va pas arriver? On avait ça. Et c'est un peu perdu aujourd'hui. Peut-être parce que beaucoup de choses sont devenues faciles. Beaucoup de choses sont devenues faciles. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il n'y a plus la célébration du mérite, du travail, de la discipline et des bons repères. La question, j'étais en première année journalisme à l'ESG, discuter avec les étudiants et je voulais savoir un peu quelle était leur motivation de choix de carrière. J'ai été un tout petit peu estomaquée, mais bon, c'était ce qu'ils disaient. On avait à peu près 30% qui le faisaient parce qu'ils voulaient passer à la télé, être célèbres, être vus. D'autres qui voulaient voyager. Je n'ai pas envie de dire des raisons un peu futiles ou enfantines, mais il y avait peut-être 2% qui disaient qu'ils voulaient faire ça parce qu'ils veulent partager la bonne information avec les gens, ils veulent dénoncer des magouilles. Donc vous sentez que sur un échantillon de 100, vous avez 2% de jeunes qui, entre guillemets, savent ce qu'ils veulent. D'autres sont attirés par les lumières et tout, et ça fait peur. Et ça fait peur. Et aujourd'hui, la facilité est là, parce qu'avec un téléphone, une connexion, on devient un journaliste citoyen, un lanceur d'alerte, un influenceur, et on confond tout ça avec le métier de journaliste. Je dis non. J'étais au Kurdistan irakien il y a 2 semaines pour une conférence avec les femmes journalistes sur les réseaux sociaux, et j'ai découvert là-bas qu'il n'y avait pas de loi sur la cybercriminalité, il n'y avait pas de loi sur la communication, ce qui faisait que c'est vraiment n'importe quoi qui est mis sur les réseaux sociaux là-bas. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose de très grave, parce qu'on peut construire et déconstruire avec les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas la formation du journaliste qui est celle de collecter, de traiter et de diffuser, vous allez faire du tort à la société, pas uniquement à vous. Vous allez collecter et diffuser. Vous allez sauter un élément important qui est celui de la collecte, qui vous permet de tirer l'essentiel, confronter les vérités et les sources pour que la personne même puisse faire sa vérité. Donc aujourd'hui, les gens pensent que non, il suffit d'avoir un téléphone, d'être dans sa douche. Et lorsqu'on est formé, Marion, il est important de dire, il y a ce que le journaliste formé a, la responsabilité journalistique. Tout à fait. Lorsqu'on a une information, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on la traite? Donc, on est malheureusement en face d'une société où le numérique a pignon sur rue et malheureusement, chacun derrière un clavier se retrouve
auteur d'articles. Un danger parce que je reviens sur la célébration du 3 mai qui était d'ailleurs sur le thème de l'emprise du numérique. L'emprise du numérique, parce que nous sommes sous cette emprise-là aujourd'hui. Si on fait la rétrospective sur ce qui était comme tirage des journaux de la presse écrite, je ne peux pas vous dire les chiffres aujourd'hui. Henriette SS, qui c'était à l'époque, il y avait des tirages de 50 000, des tirages de 100 000. On n'en est plus là. On n'en est plus là. On est loin de là. On est très loin de là. davantage dans des unes numériques. Voilà. On a la une, mais on n'a pas le journal. Vous voyez, par exemple. Il y a une fracture entre les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs d'hier et ceux d'aujourd'hui. Parce qu'ils attendaient l'information à travers les médias. Aujourd'hui, chacun veut aller chercher l'information à travers les lanceurs d'alerte. Cette immédiateté-là fait en sorte que si on ne fait pas attention, il va y avoir perdition totale. C'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour ce qu'on appelle le fact-checking aujourd'hui, qui est en fait juste la transposition du recoupement de l'information dans les médias traditionnels sur le numérique. On vous apprend à détecter ce que c'est qu'un fake news. Et à travers, dans la presse écrite, c'est cette confrontation de sources d'où jaillit la vérité, c'est cette structure, la façon de collecter et quelles sont les bonnes sources et quelles sont les qualités de sources que vous utilisez qui aujourd'hui peuvent peut-être permettre que l'univers du numérique sur le volet journalistique soit assaini. Sur ce, je tiens juste à préciser que l'équipe de préparation de l'émission Moi Femme a tenu aussi à rendre hommage à Henriette Ekwe, à Tata Henriette. Pourquoi? Parce que 2011, le département américain reconnaît en elle une femme courage. Nyangono. Parce que vous trouvez déjà tout. C'est ce que ça veut dire, ça vient de chez elle. Vous avez choisi ce qualificatif qui vous décrivait comme une femme vaillante et ça a été reconnu. C'est dommage que vous soyez célébrée à l'extérieur et que sur votre sol, la terre natale, que cela ne soit pas. Aujourd'hui, c'est peut-être à titre personnel, mais je pense qu'il faudrait une goutte d'eau pour qu'on arrive à un océan. Henriette Ekwe, vous avez certainement oublié. En 2004, jeune journaliste, gréviste, je suis licenciée. Mais tout hasard, je me retrouve dans votre salon à quoi? Vous donnez une conférence, vous ne vous en rendez même pas compte et vous dites ceci. Le journalisme n'est pas un tremplin. Si vous êtes passionné, quel que soit ce que vous avez comme difficulté, accrochez-vous. L'amour de la vérité, moi, je n'ai pas oublié. Et je pense que ce sont ces phrases qui m'ont permis de m'accrocher et d'être en face de vous aujourd'hui. C'est pour ça que je tenais à vous rendre hommage. J'avais oublié ça. Je tenais à vous rendre hommage. Et il ne fallait pas qu'on sorte de cette émission sans que je ne le dise en Mondiovision. Merci beaucoup. Donc je tenais à vous dire merci. Merci. Et je regrette énormément que votre propre journal Bébéla n'existe pas parce que ça fait partie des organes de presse qui auraient mérité un accompagnement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'État accompagne la presse privée. Encore, quelle presse privée voilà. Qu'elle choisit d'accompagner, ce n'est pas celle qui peut être forte. Parce qu'il y a cette fragilité-là, il faut fragiliser ceux qui sont forts pour qu'ils ne puissent pas être vraiment jouer leur rôle de la démocratie. Parce que n'oubliez pas qu'on dit que les médias sont le 4e pouvoir. Alors, entre pouvoirs, on essaie de se maîtriser, on essaie d'annihiler l'autre ou même de le faire disparaître. C'est un rapport de force. Et plus on est fort, plus on peut vaincre, on peut balancer. Mais si on est faible, on ne peut pas, on est écrasé. Oui, je voulais dire merci beaucoup. Je ne me souvenais pas de ça. Mais c'est à nous de garder le souvenir. Oui, parce que pour moi, il fallait former les jeunes femmes. Vous savez, journalistes. L'autre jour, en début d'année, je vois Liliane qui vient. Elle dirige maintenant une radio à Paris. Elle est venue avec Carole Yemelon. Et elles m'ont dit, tu nous as donné, Tata Henriette, la passion du métier, mais d'aller toujours plus loin. Je leur ai dit que c'est un très beau métier, mais accrochez-vous les filles. Et aujourd'hui, elles sont très fières. Marion aussi, je l'aimais beaucoup. Et elle était venue me faire une interview. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir le fond de... Non, il faut que tu me dises ceci, que tu me dises cela. Ce n'est pas assez, ajoute encore. Ça m'a énervé. Mais bon,
j'accueille beaucoup des jeunes qui se lancent dans le métier, hommes ou filles, pour leur dire que c'est un métier d'avenir. Et c'est un très bon métier. Quand j'ai une nièce qui dit toujours, ouais, tata, tu voyages beaucoup, moi aussi je veux faire ce métier pour voyager. Je lui dis oui, mais travaille d'abord. C'est ça. Exactement. Merci en tout cas pour l'hommage. C'est normal. Moi, femme, c'est également le coin des mamans. Puisqu'on parle journalisme, nous avons choisi de nous appesantir sur le pouvoir de la lecture sur l'éveil des enfants. Tatiana Mabougo se charge donc de nous rappeler la place qu'occupe la lecture dans la vie de vos boutchous. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler de la lecture dans le processus d'éveil de nos amarons. Alors, à partir de quel âge commencer à lire une histoire à notre bébé? Il est recommandé de commencer très tôt. Nous vous disons toujours, lorsque le bébé il est encore dans le ventre, le sens de l'écoute est déjà en éveil. Alors, on peut raconter des histoires en mettant la main sur le ventre. On peut lui chanter des berceuses. Alors, quand il naît, on va juste continuer le processus. À 6 mois, on mettra à disposition de l'enfant des livres qu'il va manipuler, il va regarder les images. On aura par exemple des livres en plastique, on aura également des livres en carton. Facile à manipuler, il ne pourra pas les déchirer. La lecture permet également de resserrer les liens entre parents et enfants. Oui, ce moment de lecture où l'enfant se blottit contre vous. Ce moment de lecture que vous communiquez avec l'enfant pour lui demander ses impressions, pour lui demander son avis sur l'histoire. C'est très important et ça resserre tellement les liens. Alors, nous recommandons de faire la lecture avant le dodo. Nous recommandons de donner un temps de lecture à chaque enfant, à chacun son livre selon ses préférences. On peut donner 15 à 20 minutes de lecture par jour à chaque enfant et le soir, chacun va nous restituer ce qu'il a lu, comme un petit résumé. Vous verrez, ça va habituer l'enfant à la lecture. Il va prendre goût à la lecture. À la maison, il faut avoir un point de vue. Lorsqu'on raconte des histoires à l'enfant, cela permet de structurer sa pensée. Parce que l'histoire a un début, un déroulement et une fin. Alors, l'enfant travaille en même temps son imagination et sa curiosité. C'est pourquoi à chaque fois qu'on raconte une histoire à l'enfant, on doit s'arrêter et lui demander, à ton avis, que va-t-il se passer? Alors, le sens de l'imagination est mis en action et l'enfant va nous structurer, nous continuer une histoire. Et aussi, l'histoire est très importante en ce sens qu'elle développe le langage. Oui, le développement langagier, le développement du sens de l'écoute. L'enfant, il est à l'écoute. Et aussi, il faut travailler avec la gestuelle. Il faut mettre l'enfant dans l'histoire. Il doit vivre l'histoire. Lorsqu'on raconte l'histoire à l'enfant, on doit aussi tenir compte de l'environnement. Oui, du moment où l'enfant il est à l'écoute. Un environnement calme. La lecture, elle est pour tous les âges, c'est-à-dire du plus petit à l'âge adulte. Alors, nous vous recommandons, selon l'environnement, selon la ville, la situation géographique où vous vous trouvez, d'inscrire les enfants dans des bibliothèques. Oui. Et pourquoi pas dans des centres et des camps de lecture, par exemple pendant des vacances. Parce que dans ces centres, il y a souvent la présence des griots, des conteurs. Alors, tout est mis en contribution pour faire vivre l'enfant l'histoire. Et également, lire un livre, recommander un livre à l'enfant selon le moment, la situation qu'il vit. Par exemple, un livre sur l'amitié, un livre sur la perte d'un chien ou d'une personne qui nous sont chères, un livre sur la réussite, le level up à l'école. Alors, nous vous souhaitons une très bonne lecture et à vos livres. Nous sommes de retour et nous sommes toujours sur Dash News. Moi, femme, continue. On se penche désormais sur les rédactions, les traitements éditoriaux. Sont-ils paritaires aujourd'hui? Est-ce qu'on accorde autant de place aux personnes ressources du sexe féminin qu'aux hommes? Je ne vais pas demander avec un regard extérieur aujourd'hui. Pensez-vous que les médias accordent suffisamment de place aux femmes en tant que personnes ressources? Je pense que oui.
il y a eu beaucoup de travail de lobbying, hein? Beaucoup de travail de lobbying et beaucoup de reconnaissance à l'international pour que revenu ici, que dès que Kawala veut faire une conférence qui est des gens, ou même quand elle fait des tweets, que ce soit relayé, il y a eu beaucoup de lobbying pour que le nombre de femmes à l'Assemblée nationale augmente, pour qu'on puisse avoir de la visibilité. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut faire des recoupements, lorsqu'on a besoin de sources, on ne cherche pas uniquement des hommes, on cherche qui a de la visibilité. Là, on ne regarde plus le sexe. On cherche qui a de la visibilité, qui a la compétence et qui a la qualité. Donc, je peux dire, oui, aujourd'hui, les femmes sont plus sollicitées pour s'exprimer. Pas seulement pour le 8 mars, mais pour tout type de sujet. C'est vrai que, excusez-moi, il y a encore certains plateaux du dimanche qui sont à très forte coloration masculine. Et d'ailleurs, le résultat est un peu piètre. Mais les autres émissions de débat où il y a la parité, on voit comment c'est équilibré, comment c'est structuré et comment il y a du recul dans le traitement. J'ai suivi une émission sur Canal 2 où Tata Henriette et Annie étaient invités pour le 3 mai. C'était quelque chose de très structuré. Autant les hommes donnaient leur avis, autant les femmes donnaient leur avis sur le métier. C'est très inspirant. Alors quand vous avez un plateau qui est 100% masculin, je m'arrête là. Oui, il y a une chose que je reproche un peu à notre pays, c'est qu'il n'y a pas un lobbying politique fort. C'est-à-dire que dans d'autres pays, la question de la femme est vraiment au centre des débats. Ce n'est pas le cas au Cameroun. C'est-à-dire que les députées camerounaises, elles voyagent, elles sont contentes, mais elles ne font pas avancer d'un pouce la condition des femmes. C'est un des grands reproches que je fais aux femmes politiques. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas justement cette culture politique? Non, on les a formées. Vous savez, quand je vous dis qu'avec l'avènement de la démocratie et tout, on a ouvert les vannes pour les femmes. Et on a dit, la composante femme est désormais prise en compte dans le développement en tout genre. Elles ont voyagé, elles ont rencontré des femmes qui se battaient dans d'autres pays. Quand elles sont revenues, elles se sont assises. Par exemple, vous ne pouvez pas demander à une femme qui est ministre d'accepter de parler sur son département. Elle va vous dire, il faut chercher monsieur un tel, il peut vous expliquer mieux que moi. Je lui dis, mais vous faites quoi? Donc, terrible. Les femmes ne communiquent pas. Les femmes qui sont à la tête, à des postes de responsabilité. À des postes de responsabilité. Elles ont peur de communiquer, elles sont timides. Et c'est ça tout le drame. Hein? On parle d'évolution d'une société qui travaille pour la parité, mais lorsque ces femmes-là sont au devant de la scène, elles ne parlent pas, elles disparaissent même. Deuxièmement, le responsable de la communication. Voilà, qui va parler. Elle ne bouge pas. Deuxièmement, dans la presse normale, quand on a demandé à mettre les femmes à la une. Je crois qu'on a fait ça aussi chez vous à l'époque, à Mutation. Mutation. Le patron est revenu un peu fâché en me disant, mais Henriette, c'est bien beau, votre lubie de mettre les femmes, sauf que les femmes n'achètent pas les journaux. Voilà. Alors, le journal ne s'est pas vendu parce qu'on a trouvé ça sans intérêt. Bon. Pareil, quand je crois que c'était à Imana, en début 2012, où une douzaine de jeunes femmes ont été trouvées mortes. Le préfet est venu, des députés sont venus, les femmes ne sont pas venues pour voir les familles où on avait tué, percé les yeux, violé des filles. Les femmes mutilées. Les femmes mutilées, ça a été un truc terrible. Les femmes députées ne sont pas sorties de leur cage. Hein. Elles sont restées là-bas. À l'hémicycle à attendre. Oui, elles ne sont pas venues. Elles ne sont pas descendues sur le terrain. Les commissaires étaient là, les sous-préfets étaient là. Tout le monde était là pour cet événement tragique
où pendant plusieurs jours, on trouvait régulièrement des jeunes femmes assassinées. Donc, le lobbying des femmes est très faible. C'est pour ça que l'espèce de corpus de loi qui a été fait par la CAFEJ en 1995, jamais n'est arrivé à l'Assemblée nationale. Le Code des femmes, de la famille et des personnes, jamais arrivé à l'Assemblée nationale. Ces femmes sont là et elles n'en parlent pas, elles montent, elles descendent, elles sont députées, elles n'en ont rien à cirer sur la condition des femmes. Quand on pense qu'après l'affaire d'Oumatete, où le problème que j'ai posé souvent, le problème de la césarienne, voilà, que la césarienne doit être gratuite. Vous vous rendez compte, votre fille, une fois, une de mes petites filles a failli mourir à la garnison. J'ai dû donner, le chirurgien n'était pas loin. Il a dit, bon, vous dites à Madame Ekwe de signer une reconnaissance de dette pour qu'il vienne intervenir pour sauver ma petite fille, qui était en danger de mort. Donc, le problème de la césarienne, c'est incroyable. Et les femmes ne font rien. Il est plus cher que l'accouchement par voie normale. 350 000. Il est énormément cher. C'est très cher. C'est-à-dire que la femme qui doit passer par un acte chirurgical est littéralement condamnée à mort. Oui. Et son bébé aussi, par la même occasion. Donc, il y a beaucoup de choses où les femmes sont muettes, elles s'en foutent, elles ont fini leur vie. Elles sont devenues députées par l'argent. Leur mari a payé pour qu'elles soient femmes députées. Après, bon, c'est fini. Très peu. Tata Henriette décrit quelque chose d'assez profond. On a des femmes qui disent militer, mais le lobbying est quasiment inexistant, trop faible. Le lobbying est très faible. Les résultats sont l'écho est peu perceptible. L'écho est peu perceptible. Si vous avez suivi, quand j'ai parlé des phares, les femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui ne peuvent pas, malgré leur obédience politique, porter le combat des femmes, parce qu'elles sont d'abord sous l'égide des chapelles politiques, et il n'y a pas une véritable volonté de s'unir pour faire bouger les lignes, pour que le plus grand nombre de femmes, de filles, de petites filles, demain puissent en bénéficier. C'est dommage. C'est dommage surtout de retrouver ces mêmes femmes députées sur les réseaux sociaux en train de vendre les mèches, les ventes, vendre des produits décapants. Voilà. Alors que ce n'est pas ça l'image qui va permettre demain à nos jeunes filles, à nos petites sœurs, à nos nièces, à nos filles, d'avoir un repère. Il n'y a pas de repère. Alors, il faut dissocier ce qu'on fait ça pose tous les jours et quand on devient un élu du peuple. Parce que quand on devient un élu du peuple, on a une responsabilité vis-à-vis de ce peuple. Oui. On n'est pas juste là pour faire du business dans le dos de ce peuple. Vraiment. Donc, toutes les femmes qui sont députées à l'Assemblée, on a vraiment de la peine aujourd'hui, après avoir milité. Elle vient de soulever un point que j'avais complètement oublié, qui était le code de la femme, de la famille, de la CAFEJ. La CAFEJ a fait un travail extraordinaire pour faire bouger les lignes, pour faire des propositions. Mais jusque-là, c'est dans les tiroirs. Mais rien n'a pu, parce qu'il y avait même le plus grave, les femmes qui ne pouvaient pas hériter, qui ne devaient pas hériter, alors qu'elles sont nées d'un père, elles sont épouses d'un homme avec qui ils ont fructifié, mais elles ne peuvent pas hériter. C'était quelque chose d'horrible, sans compter les rites de veuvage et qui étaient faits et tout. Elles ont fait un travail extraordinaire, mais qui n'a jamais été porté pour permettre que les générations qui arrivent après puissent bénéficier de cette liberté de choix, une meilleure qualité de vie, et qu'elles puissent mettre en leur action, sur leur crédit d'avoir fait cela. Donc c'est quand même un peu dommage, parce que justement dans d'autres pays, ce sont les députés. Oui, très actifs. Ce sont les députés. Si elles n'ont pas la majorité de leur parti ou la majorité des femmes, elles font le lobbying auprès des députés hommes pour faire avancer. Voilà. On a la loi sur l'avortement en France, ça n'a pas été seulement fait par des députés femmes. Voilà. Donc il y a eu un travail de fond qui a été fait. Et puis je reviens encore dans les propos d'Henriette qui parlait de la formation. Quand vous arrivez dans
terrain sans formation, les lacunes sont là. Les égoïsmes remontent à la surface. Et on vous écrase. Et on vous écrase. Vous n'avez rien à dire puisqu'on sait ce que vous êtes venu chercher. Vous ne vous démarquez pas. Par l'intérêt et pour l'intérêt du peuple. Ça devient compliqué. Il n'y a pas de mal à pouvoir se former, même quand on est élu, et qu'on prenne conscience des manquements pour essayer de rattraper. Absolument. Et monter au créneau, c'est justement dommage. Merci d'éclairer la lanterne des Camerounais. Et justement, avec ce que vous décriez, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la presse joue son rôle, justement, dans l'éveil des consciences? Parlant, par exemple, vous avez relevé le fait que les députés, les parlementaires femmes au Cameroun, par exemple, passent à côté de leur mission première. Pensez-vous que la presse au quotidien au Cameroun monte au créneau et dénonce cela, par exemple? Ce que je disais, le problème, c'est que les propriétaires des médias disent que quand on axe sur les femmes, le journal ne se vend pas. Parce que les femmes, les premières... C'est le scandale. Ouais. On se rappelle de l'escarpin qui a voltigé à l'hémicycle. Voilà. Là, ça a bien fait la une. Là, ça fait la une, oui. Où j'ai vu, bon, maintenant, ça ne se fait plus. Lorsqu'il s'agit des sextapes, il faudrait qu'on le dise. Là, c'est vendeur. Oui, bien sûr. Une fois, une jeune fille s'est fait avorter et on a mis la photo de la fille morte dans un journal. Hein. Et le journaliste, qui était un garçon, a passé le temps à cogner sur la petite qui est morte, sans ménagement. Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que... Oui. Rien, non, du tout. Donc, la société camerounaise est encore très phallocrate et elle a du mal à accepter les femmes comme leaders. Maintenant, vous avez relevé quelque chose. Une fois qu'elles sont leaders, qu'est-ce qu'elles font? C'est ce que vous avez relevé. Justement, par exemple, quand il y a eu le sommet de Beijing, les familles sont allées en masse. Mais elles ont fait quoi? Elles sont revenues avec beaucoup de commerce, des valises pleines. Elles sont venues vendre ce qu'elles ont acheté à Beijing. Mais l'information principale, c'était que l'ONU fait obligation à tous ses membres de veiller à ce qu'il y ait au moins 30% de femmes dans tous les organes de prise de décision. Politique, privée, tout. Personne n'en a même parlé. Elles sont revenues... Encore moins appliquées, voilà. Mais justement, parce que de retour, est-ce qu'elles ont fait écho de cela? Ce qui était préoccupant à l'instant, au retour, c'était, comme on dit, ce qu'on a ramené dans les valises. Vendre des nappes, broder. Moi, je voudrais dire aussi que la question de la gestion de l'image et du contenu, et même de la tenue, c'est une question d'éducation, c'est une question de formation, c'est une question de parcours, c'est une question de mentorat. Donc, quand on est propulsé pour gérer les micro-projets, pour être à l'Assemblée, avoir le vert ou jaune, le laisser passer, on ne voit que ça. Avoir l'immunité. Avoir l'immunité, on ne choisit pas ce qui va avec l'immunité. Quand on devient leader, on a une responsabilité. Cette responsabilité, qu'est-ce qu'on a fait? C'est justement la façon de mener son mandat, la façon de mener sa responsabilité qui fait en sorte qu'on laisse une empreinte indélébile. Si on passe le temps à s'occuper des artifices, évidemment, quand les lampions vont s'éteindre, on ne retiendra que les artifices de vous. Mais si vous travaillez vraiment en profondeur pour vos communautés, pour les messages, pour la formation, pour un legs à la génération future, vous restez dans les annales. Ça ne bouge pas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Ce n'est pas quelque chose qu'on boit. Ce n'est pas quelque chose qu'on pose sur la tête comme une jolie perruque. C'est quelque chose qu'on construit au fil des années comme un chapeau. C'est une vision qu'on a de la vie. Quand vous lisez les livres de Mandela, quand vous lisez le livre de Barack Obama, Michelle Obama, vous sentez également que derrière un rêve, il y a eu une construction, il y a eu des sacrifices, il y a eu des formations, il y a eu don de soi pour en arriver là. Et lorsqu'on est arrivé là, on a travaillé à tenir aux engagements pris. Vous avez dit quelque chose de clé que je prends, le don de soi. Un peu ce que vous avez fait. Retour en 1985, au lendemain de l'appel du président Paul Biya qui invite les Camerounais de la diaspora à revenir.
Oui. Vous revenez. Revient, Malheureusement, vous découvrez que ce n'est pas l'Eldorado dont vous rêviez, mais pourtant vous êtes dans votre pays. Vous avez pratiquement une année de maquis, accueilli par vos frères UPCistes à l'ouest Cameroun. Oui. Vous y passez une année, puis vous revenez. Malheureusement, 90, vous êtes prise, emprisonnée. Et le courant du multipartisme aidant, vous êtes libérée. Vous tournez peut-être le dos à la politique, mais la politique demeure en vous parce que vous continuez malgré tout à porter vos projets, des projets ancrés dans la construction d'une société qui tourne le dos à la corruption, qui prône la bonne gouvernance, qui travaille justement pour une jeunesse qui devient cette S dans la boucherie, qui tient la carcasse, question de montrer que c'est nous le fil conducteur. C'est ça que nous, cette autre génération de journalistes féminins, retenons de la grande Henriette Ekwe que vous êtes. Nous n'attendons pas que le pays vous célèbre. Non. Nous prenons la responsabilité de vous célébrer et de reconnaître le travail que vous avez fait. Le département d'État américain vous a décerné le prix international de la femme courage. Nous, sur ce plateau, modestement, sur Dash News, nous déclarons Henriette Ekwe, grande sœur, merci. Oh, merci. Je m'incline devant un tel talent, ma fille. Merci. Marion Bam, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Moi Femme. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours. Au revoir.